Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la CGL. Aujourd'hui, nous allons répondre à vos questions sous la forme d'une FAQ. Plusieurs questions à la chaîne, avec une explication brève. Je vous propose de commencer sans plus attendre avec la première question. Mis à part le diagramme, quels éléments déterminent l'utilisation ou non du réchauffage carburateur? Le givrage carburateur se produit lorsque la température de l'air se trouve entre moins 5 degrés et plus 25 degrés, avec une température du point de rosée proche de la température ambiante. Le diagramme reste un des meilleurs moyens pour savoir si l'on risque de voler en conditions givrantes pour le carburateur. A ce propos, ne prenez pas le symbole des givrages de carte TANSI pour des risques annoncés de givrage carburateur. Dans ce cas, ce symbole indique juste des conditions givrantes pour la cellule. Pour revenir au givrage du carburateur, un instrument à bord de nos avions nous permet de connaître la température à l'intérieur du carburateur. Lorsque l'aiguille se trouve dans la plage jaune, il y a risque de givrage. Notez que lors des essais moteurs, au moment de tester votre réchauffe-carbu, il est important de savoir quoi observer. Attendez-vous à perdre quelques tours au compteur. Cette réaction, tout à fait normale, est due à l'enrichissement du mélange avec l'utilisation de l'air chaud, moins dense que l'air froid. Une perte excessive de tours pourrait traduire d'un givrage déjà présent et un nombre de tours constant pourrait signifier que votre réchauffe-carbu est en service. Dans quel cas le dépôt d'un plan de vol est-il obligatoire ? Quels sont les avantages et les inconvénients du recours à un plan de vol non obligatoire? Vous le savez, il existe deux grands régimes de vol, les IFR et les VFR. Pour les IFR, c'est très simple, il faut un plan de vol systématiquement. Pour les VFR, seuls les vols de nuit en dehors d'un vol local, les traversées maritimes, survols de régions inhospitalières et les franchissements de frontières ou des situations particulières comme dernièrement les confinements demandent un plan de vol VFR. En théorie, un plan de vol VFR permettrait de donner tous vos éléments aux organismes de contrôle sans devoir les redonner à chaque prise de contact. En pratique, vous allez souvent devoir redonner vos éléments à chaque changement de fréquence. L'utilisation d'un plan de vol pourra faire en sorte que les secours soient rapidement déployés à votre recherche. Néanmoins, pensez toutefois à bien clôturer votre plan de vol afin d'éviter le déclenchement inutile des secours. Calcul de l'influence du vent météo sur la consommation et sur l'autonomie. Pour cette question, prenons l'exemple d'un de nos DR400 120 chevaux. Il croise à 100 nœuds. Au sol, nous pouvons calculer notre facteur de base, noté FB, qui est par définition le temps, exprimé en minutes, nécessaire pour parcourir un nautique. Dans notre exemple, 60 divisé par 100, 0,6. Nous savons également que notre appareil consomme 25 litres par heure et qu'il possède 100 litres utilisables. Soit sans vent, une autonomie de 4 heures de vol sans les réserves et une distance franchissable de 400 nautiques. Nous partons avec le plein complet et sans vent sur une navigation entre un point A et un point B distant de 100 nautiques. On calcule 0,6, notre facteur de base, multiplié par 100 est égal à 60 minutes. Nous mettrons donc 1 heure pour réaliser ce vol. Nous retirons alors 25 litres consommés pour cette heure de vol, soit un reste de 75 litres, et donc 3 heures de vol, qui équivaut à 300 nautiques. Avec du vent cette fois-ci, que l'on imaginera du 340 pour 20 nœuds, notre calcul devrait intégrer la vitesse sol. 340 se trouvant dans le tiers supérieur, nous prendrons donc la totalité du vent pour vent effectif, c'est-à-dire 20 nœuds de face. Ce vent, soustrait à notre vitesse de croisière, nous donne notre vitesse sol, soit 80 nœuds. Nous pouvons donc calculer notre nouveau facteur de base qui sera de 60 divisé par 80, 0,75. Le vent n'a pas d'influence sur la consommation horaire. La navigation entre notre point A et B sera désormais de 75 minutes. Et logiquement, ayant volé plus longtemps, nous aurons consommé plus. Ici, par un simple produit en croix, nous trouvons 75 fois 25 divisé par 60, 31,25 litres. Que nous arrondirons à 32 litres. Il nous reste donc 68 litres, soit 2h43 de vol. Ces calculs marchent très bien au sol, à tête reposée. En vol, une simple multiplication peut vite devenir un casse-tête. Alors, en vol, nous pouvons prendre une règle simple pour le calcul en prenant la valeur du vent effectif en pourcentage à ajouter. Par exemple, 10 nœuds de vent effectif, 10%, 15 nœuds de vent effectif, 15%, et dans notre exemple, 20 nœuds de vent effectif, 20% en plus pour le temps de vol et 20% en plus pour la consommation. Ici, 20% en plus de 60 minutes, donc 72 minutes de vol pour 20% en plus de la consommation, soit 30 litres. Notez bien qu'il s'agit de valeurs approchées et qu'il est également d'usage de ne pas prendre en compte le vent favorable.
Attention aux tablettes qui vous donnent votre vitesse sol en temps réel. Sur une longue navigation, le vent peut devenir défavorable alors qu'il l'était sur une première partie du trajet. Abordez les nouveaux sigles et symboles sur les cartes OACI. Le 14 février 2019 a été publié un AIC ayant pour objet le changement de symbologie sur les cartes de navigation à vue. Regardons ensemble quelques changements, notamment la symbolisation des aérodromes ne variant plus en fonction de la longueur des pistes ou encore la symbolisation des aérodromes désaffectés. Pour plus vous familiariser avec ces petits changements, le lien PDF de cet AIC est disponible dans la description de cette vidéo. Vous nous avez demandé ensuite de reprendre les obligations en termes d'heures de vol pour prorogation ou renouvellement SEP, le nombre d'atterrissages nécessaires pour l'emporte-passager, plus toutes les règles qui nous évitent de voler en non-conformité réglementaire. Pour voler en toute conformité, il vous faut un certificat médical dans sa date de validité. Le règlement intérieur de notre aéroclub vous demande également d'effectuer un vol de contrôle avec instructeur si vous n'avez pas piloté le type d'avion dans les 90 jours précédant le vol projeté et un vol annuel avec un instructeur. Pour l'emporte-passager, 3 décollages et atterrissages dans les 90 jours sont requis. Pour proroger votre SEP, il faut avoir effectué 12 heures de vol dans les 12 derniers mois précédant la date de péremption SEP, et parmi ces 12 heures de vol, 6 doivent être réalisées en tant que commandant de bord, et 12 atterrissages et décollages doivent également être réalisés. Il faudra aussi réaliser un vol de contrôle avec un instructeur. À cause des confinements, certaines dates limites ont été repoussées. Concernant le certificat médical, une dérogation du 28 novembre 2020 étend jusqu'au 31 mars 2021 les butées qui avaient été initialement fixées par les dates limites d'application des précédentes dérogations. Elle permet également aux pilotes n'ayant pas encore bénéficié de dérogation d'étendre la période initiale de validité de 4 mois sans dépasser la date limite d'application du 31 mars 2021. Une dérogation pour la validité des qualifications, autorisation ou mention détenue par un pilote privé devrait peut-être suivre dans les jours à venir. À quoi sert une carte VAC ? Une vidéo entièrement dédiée à la carte VAC est disponible sur la chaîne. Je vous invite à le regarder pour percer tous ces mystères. Je suis en panne radio en classe Charlie ou Delta. Existe-t-il des différences de procédure entre le fait d'avoir un transpondeur sur 7600 en état de fonctionner ou un transpondeur totalement en panne lorsque je suis dans la zone ayant déjà obtenu la clairance d'entrée? En cas de panne radio, j'affiche 7600 au transpondeur et si je ne suis pas en espace contrôlé, je n'y rentre surtout pas. Toujours en panne radio, mais dans une CTR, je suis les instructions de la carte VAC. Avec une panne électrique totale, je n'ai pas la possibilité d'afficher le code 7600. En espace aérien contrôlé, je me tiens donc à la dernière clairance reçue. Une part de bon sens est aussi à prendre en compte. Si la piste est libre, je me pose. Le contrôleur préférera avoir un avion au sol sans radio qu'un avion dans la CTR sans radio en train de croiser des trafics convergents. Pensez aussi à bien chercher la panne. Souvent, une panne radio n'est juste qu'un volume trop bas, une prise casque débranchée ou un volume sur le casque trop faible. Quel est le point d'aboutissement recommandé à Bron ? Réglementairement, vous devez passer le seuil de piste avec une hauteur de 50 pieds, soit 15 mètres. Les plots blancs sont un bon point d'aboutissement, mais la réglementation n'indique pas qu'il faut absolument prendre ce repère pour point d'aboutissement. D'ailleurs, notez que le point d'aboutissement ne sera pas votre point de toucher, celui-ci sera décalé à cause de l'arrondi. Lors d'un vol à plusieurs avions, un échange radio entre eux est-il possible ? Lors d'un tel vol, un seul avion peut-il assurer les échanges radio avec les organismes pour le groupe ? En effet, un seul peut assurer les communications ATC, c'est même une des spécificités du vol en patrouille. Les appareils composant cette patrouille peuvent également communiquer entre eux sur la fréquence interavion 123,45. Cette fréquence n'est pas dédiée pour parler de tout et n'importe quoi, mais uniquement pour assurer le bon déroulement du vol en patrouille et sa sécurité. Le vol en patrouille est soumis à différentes règles et dans le cadre des activités de la CGL, nous n'autorisons pas ce genre de vol. Le collationnement des messages ATC en finale. Il faut collationner les messages radio sauf contre-indication. Dans votre réponse, le vent n'est pas à collationner. Dans quelques rares cas, la clairance peut vous être attribuée quelques secondes avant votre atterrissage. Une simple pression sur l'alternat pourra faire guise de collationnement. Lors de l'atterrissage, votre attention doit être à 100% focalisée sur vos actions et non sur le collationnement d'un message radio. Donnez les sources documentaires de nos pays voisins.
Vous trouverez ces documents sur les sites AIP des pays concernés. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien dirigeant sur le site d'Eurocontrol vous proposant la liste des sites AIP en fonction des pays. Notez que l'EASA oblige les pays à publier les différences entre les règles nationales et européennes. Les précautions à prendre au sol et en vol lors des vols hivernaux, température extérieure, point de givrage, manipulation avion, démarrage moteur, quels sont les éléments essentiels à prendre en compte. Vous trouverez sur Aérogest une liste de pratiques recommandées à suivre en cas de basse température. Respectez scrupuleusement les tours à afficher et les temps de chauffe. Zone ASBA, si elles sont en activité, dans quel cas puis-je quand même les traverser ou alors est-ce complètement impossible ? Est-il possible d'entrer en contact avec les militaires pour obtenir une clairance afin de pénétrer dans une zone ASBA active ? Une vidéo sur les zones et intrusions est disponible sur notre chaîne. Un chapitre est dédié aux zones ASBA. Dans tous les cas, il faut se référer aux conditions de pénétration des espaces. Quelle vitesse adopter en finale sans les volets sur un DR400 120 chevaux ? C'est la vitesse indiquée sur le manuel de vol ou à défaut 1,3 de la VS1. Dans le manuel de vol du DR400 120 chevaux kilo Bravo par exemple, on y trouve une VS1 égale à 94 km/h. La vitesse en finale sans volet sera donc de 1,3 x 94, soit 122 km/h. L'évaluation des capacités intellectuelles en haute altitude. Quels sont les signes avant-coureurs ? Vous le savez, plus on vole haut, plus l'oxygène y est rare. Parfois, dès 8000 pieds arrivent alors quelques troubles pouvant avoir de lourdes conséquences. C'est ce qu'on appelle l'hypoxie. Les signes de l'hypoxie sont insidieux, très difficiles à déceler lorsqu'on en est victime. Toutefois, on peut ressentir des nausées, des céphalées, maux de tête, une hyperventilation, une tachycardie ou des troubles du comportement. Si possible, une descente d'urgence est à effectuer en cas de suspicion d'hypoxie. Arrivant sur un aérodrome non contrôlé avec la fréquence 123.5, dans tous les cas, est-ce obligatoire d'effectuer une vertical tour avec intégration standard ou y a-t-il des exceptions pour intégrer l'avant-arrière ou même faire une finale directe ? Premièrement, tous les aérodromes non contrôlés ne sont pas sur la fréquence 123.5. Une fréquence peut être allouée sur un terrain non contrôlé. C'est le cas de Villefranche-Tarare par exemple. Conformément à un arrêté du 12 juillet 2019 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs, sur un aérodrome sans contrôleur, le pilote commandant de bord d'un aéronef en vol évalue les paramètres. À l'arrivée, avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome, en procédant à l'examen de l'aérodrome, et cet examen doit notamment porter sur l'air à signaux, la manche à air, l'état de surface de l'air de manœuvre afin de déterminer la piste ou l'aire d'atterrissage à utiliser et s'assurer que l'usage de l'aérodrome ne présente pas de danger apparent. L'examen à l'arrivée est effectué sauf impossibilité à une hauteur supérieure au plus haut des circuits d'aérodrome. Notez qu'un pilote commandant de bord VFR peut se dispenser de l'examen d'aérodrome à l'arrivée, lorsqu'il a pris connaissance de la piste en service en exploitant les messages d'auto-information transmis par les aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome ou lorsqu'il a déjà connaissance du vent et des signaux pouvant être disposés sur l'air à signaux et sur l'air de manœuvre. Nous vous recommandons toutefois de faire votre connaissance, ne serait-ce que pour déterminer la force du vent et sa provenance exacte. 20 nœuds dans l'axe de piste, c'est différent de 20 nœuds en plein travers. Notez que l'intégration devra quand même se faire en début de vent arrière à hauteur du tour de piste. Lorsque j'arrive sur un aérodrome non contrôlé pour effectuer un complet sur celui-ci, je dois m'annoncer combien de temps avant mon arrivée. Sachez qu'il n'y a pas de timing officiel. Veiller à la fréquence est une bonne chose à faire et lancez votre message 5 à 3 minutes avant la verticale. Un avion s'annonce en finale 24 sur un aérodrome non contrôlé 5 minutes avant mon arrivée. C'est pour moi la piste forcément en service, et je lui fais confiance et inutile de m'attarder à regarder la biroute pour confirmation. Comme vu précédemment, la réglementation nous l'autorise et l'intégration devra se faire en début de vent arrière à hauteur du circuit. Mais pour les mêmes soucis de provenance et force de vent évoqués tout à l'heure, nous vous recommandons de faire quand même une reconnaissance. Je fais un touch and go, quelles actions dans l'ordre entre les volets, la réchauffe carburateur et la remise des gaz. En se référant au manuel du vol du DR400, la réchauffe devrait être poussée sur froid. Lors d'un touch and go, il ne reste plus qu'à rentrer les volets en position décollage et remettre la puissance. Je suis à 5000 pieds dans une région montagneuse et j'ai la piste juste en dessous car impossible de descendre avant.
quelles consignes pour ne pas faire subir au moteur de grands écarts de température sur une descente aussi rapide? Surtout en hiver, lors de températures faibles, l'idéal serait de descendre à 2000 tours minute, mais le vario sera moins fort et donc il nous faudra plus de temps pour descendre. La solution serait de descendre en hippodrome ou en se promenant dans la vallée par exemple. Le VFR on top. Il est réalisable mais tout en respectant les conditions VMC. Le vol on top est donc impossible en dessous de 3000 pieds au-dessus du niveau de la mer ou 1000 pieds au-dessus de la surface du sol. Il faudra également respecter une distance verticale de 300 mètres et horizontale de 1500 mètres entre les nuages et votre appareil. De plus, un moyen de radionavigation sera obligatoire, un VOR, ADF ou GPS de classe A, B ou C. Pour rappel, la tablette n'est pas un moyen de radionavigation. Les instruments comme le chrono, patin, la bille, le conservateur de cap, le compas, l'altimètre ainsi qu'un moyen de radiocommunication VHF devront être présents à bord. Grand fantasme des pilotes VFR, le on-top doit être totalement maîtrisé et ne pas laisser place au doute. Il faut être totalement sûr qu'à l'arrivée, la couche nuageuse ne sera pas soudée et nous laissera descendre sans passer en IMC. Pour prévoir une telle pratique, étudiez bien les cartes TANSI et les images satellites en temps réel pour vous faire une idée de la nébulosité présente sur la place actuellement et celle risquant d'arriver. Ne vous fiez pas uniquement au TAF et METAR et attention à votre interprétation du terme CAVOC, qui peut ne pas vous indiquer l'existence d'une couche overcast au-dessus de 5000 pieds. Le FCL 055. C'est une qualification qui vous permettra de voler à l'étranger en assurant vos communications radio en anglais. Différents organismes privés se chargent de vous faire passer l'examen et depuis peu par visio à cause du confinement. Le prix de l'examen est de 150 € et la validité de cette qualification est fonction de votre niveau acquis. La notation est réalisée à partir de la grille de notation du niveau 4, 5 et 6 établie par l'OACI. Toute note inférieure à 10 à l'une des épreuves prévues est éliminatoire. Le niveau 4 avec une note minimale de 10 à chaque épreuve est valide 4 ans. Le niveau 5 avec une note minimale de 14 à chaque épreuve est valide 6 ans. Et le niveau 6 avec une note minimale de 18 sur chaque épreuve est valide à vie. Et voilà, c'est terminé pour les questions. N'hésitez pas à ajouter vos remarques dans l'espace commentaire, ou d'autres questions, pourquoi pas. Et je remercie celles et ceux qui ont participé à l'élaboration de cette FAQ. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de la CGL ou en vol.